Le plaisir est vraiment renouvelé, mesdames et messieurs, chaque mercredi, parce que je sais que mercredi, vous attendez WebPress avec impatience, car c'est l'émission qui vous permet de comprendre mieux l'actualité. Nous allons essayer aujourd'hui de décortiquer deux grands thèmes avec les compétences de mon pays. Nous allons parler évidemment du discours du chef de l'État devant le Congrès et nous allons rester dans l'hémicycle pour parler un peu de ce qui s'est passé dernièrement à l'Assemblée nationale, un peu les travaux, comment l'Assemblée nationale a dû chuter ces derniers temps avant d'aller en vacances parlementaires. Alors, je suis avec des excellents confrères, des compétences de mon pays. Peter Tiani. Bonjour, Peter. Bonjour, Paulette. Il n'est vraiment plus à présenter. Lui, il présente un vrai journal qui passe le lundi, le mercredi et vendredi à 18 h sur CCTV. Ça va? Oui, ça va. Merci pour l'invitation. Le boulot, ça va? Le boulot, ça se passe bien. Dans un pays comme le nôtre, il faut beaucoup tenir. Mais par ricochet aussi, je tiens à féliciter d'abord la grande boîte Congoweb pour ce grand travail que vous faites, du patron à vous, en passant par le directeur de programme. Et aussi pour ce travail que vous faites, WebPress. Je ne vais pas oublier Info 7, où on a suivi religieusement dimanche dernier d'ailleurs. John Kolela, si je ne me trompe pas, donc coup de chapeau. Et puis je vous vois aussi un peu dans les Nzonzinga top presse. Ça fait du bien, en tout cas. Plein de succès dans votre carrière, madame. C'est une bonne chose et c'est un réel plaisir pour nous de venir encore à cet entretien pour édifier la nation. Merci beaucoup, Peter Tani. Ça fait toujours chaud au cœur d'être reconnu par ses pairs. En tout cas, je vous renvoie à l'ascenseur aussi. Vous êtes une intelligence de mon pays. Entre nous, on doit se jeter des fleurs. En tout cas, c'est la seule manière que nous avons pour aider ce pays à être un pays émergent d'ici 2030. Alors, Juvenal Vangou, Digital Media. Bonjour, Juvenal. Bonjour, madame Paulette. Et nous allons terminer par Dou Jésus Beledou de Congo Web Télévision. Bonjour, Dou Jésus. Bonjour, madame Paulette. Voilà, nous allons commencer un peu par le discours du chef de l'État. D'ailleurs, tous les journaux, en tout cas parus à Kinshasa, ont titré sur ça sur différents angles. Et c'est à partir, en tout cas, des questions des journaux que nous allons essayer d'ouvrir ce débat pour ne pas trop nous disperser. La prospérité nous dit carrément RDC, Kabila dresse le bilan aujourd'hui. Voilà, c'était donc ce jour-là. Voilà, ça, nous allons en parler, c'est le deuxième sujet, ça c'est Forum des As par rapport aux controverses autour de la gestion d'une motion de défiance face à une motion incidentielle. Nous allons parler, la colombe de notre excellent confrère Diana Gikupa nous dit c'est la guerre, adieu les élections, 50 Congolais à Dakar pour apprendre à conquérir le pouvoir par la force. L'opposition accuse Mina Kwalo IF à la FEP, ça c'est le deuxième sujet. La référence nous dit Kabila prône un processus électoral authentiquement congolais. Vraiment, nous allons essayer d'aller étape par étape. Peter Tiani, la référence nous dit ça, Kabila prône un processus électoral authentiquement congolais. Que comprenez-vous par cette phrase-là? Bon, d'abord, nous saluons ici le discours du chef de l'État. Cet exercice où Joseph Kabila s'adresse à la nation à travers l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Par rapport à votre question, madame, bon, il y a beaucoup à dire sur les discours. Il y avait, mais nous prenons les grands forts, le temps Joseph fort. Kabila qui dressait le bilan de ses 15 années au pouvoir, ou un bilan très positif selon lui. Et de l'autre, c'était un Joseph Kabila un peu offensif où il faut aller au dialogue. Si on ne va pas au dialogue, on est négativiste et on va rencontrer les institutions. Bon, peut-être qu'on va avoir le temps de là-dessus. Mais par rapport à ce processus électoral authentiquement congolais, je ne sais pas. J'essaye de comprendre jusqu'aujourd'hui. Je me pose des questions. En 2006, en 2011, c'est Joseph Kabila qui a été élu président. Il a été élu par un processus électoral authentiquement étranger ou congolais. Je suis en train de me poser des questions. C'est quel processus électoral qui a fait de Joseph Kabila président hier qui doit être changé aujourd'hui? J'ai même entendu qu'on va avoir le mode électronique. Électronique. Bon, je me pose encore des questions là-dessus. Le système à papier a posé quel problème pour que nous passions au mode électronique? Je crois qu'aujourd'hui, le plus important, lorsqu'on décrypte le message du chef de l'État, on se rend compte qu'il a dit une chose, c'est qu'il ne va pas se maintenir au pouvoir, c'est une bonne chose. Mais une autre, il n'a pas parlé de la Constitution. Vous savez, c'est comme un pasteur qui prêche son Bible, c'est comme un imam qui parle son Coran. La Bible pour la RDC, c'est la Constitution. Bon, j'ai quand même été un peu inquiet. Aucun mot sur le respect de la Constitution, aucun mot sur l'avenir du chef de l'État.
Ça m'a resté. Mais tout y est déjà dans la Constitution. Il n'a pas à faire de Reddit, si je peux me permettre. Aujourd'hui, si vous observez, tout est déjà tracé dans la Constitution. Aujourd'hui, si vous observez la classe politique, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de suspicions. Beaucoup de gens disent que nous ne devons pas aller au dialogue parce que le chef a l'intention de. Alors, la majorité dit qu'on a prêté des intentions au chef. Alors, la bonne occasion, tout le monde voulait que le chef puisse couper. Ça, c'est le discours, c'était le discours bilan, Peter Tian. Il n'avait pas tout dit. Ça, c'est le discours oui, l'état de la bilan, nation. quand on va dire qu'on va au dialogue pour avoir un processus authentiquement congolais, il est où le bilan? Quand on dit qu'il y a des gens qui ont une posture négativiste et qui ne veulent pas, ça est du genre, on va au dialogue, ceux qui ne veulent pas de dialogue, vous êtes contre la République. Pour aller au dialogue, ce n'est pas une obligation. Les concertations nationales, il n'y avait pas tous les Congolais, l'UDPS n'était pas là, l'UNC n'était pas là. Les concertations nationales se sont organisées dans ce pays. Demain, le dialogue peut s'organiser. Tshisekedi d'aujourd'hui a été décapité d'une certaine façon parce qu'on a suivi les discours et la position de Félix. Aujourd'hui, Tshisekedi semble se raviser. Bon, mais il y a le G5, il y a Roubaix-Roy, il y a Zaïdi Ngoma, il y a Bitakwira, il y a Mbikaï et Mouchi Bonane. Ils peuvent aller au dialogue, faire leur dialogue et prendre des résolutions. Est-ce qu'il est obligatoire que tous les Congolais, moi Peter, je sois au dialogue? Je ne pense pas. Mais penser que ceux qui doivent aller au dialogue ou ceux qui boycottent le dialogue ont une posture négativiste, je trouve ça quand même un peu dur. Parce que les Congolais ont le droit de dire oui et de dire ou non. de dire non. Juvenal Vangou, le discours du chef de l'État selon l'avenir, on prend plusieurs angles pour bien étayer. Joseph Kabila précise, les solutions à nos problèmes viendront des Congolais. Donc ça ne viendra ni de l'Occident, ni de l'Orient. Vous comprenez la position du chef de l'État? Il était assez ferme par rapport à ça. Merci, madame. Pas d'étrangers, pas des injonctions de la part des étrangers. Merci, madame. Je voudrais commencer par saluer ces discours. Et un discours rempli de beaucoup d'émotions. Vous sentez que c'était un chef de l'État qui s'adressait, qui donnait un bilan qui sortait du commun. Je tiens franchement à les remercier par rapport à ça. Mais je voudrais, avant d'attaquer votre question, dire ce qui n'a pas été dit dans le discours du chef de l'État. C'était pour nous tous Congolais, on s'attendait au dernier discours. C'est un fait mandat. On s'attendait à l'aspect politique, qu'il puisse s'atteler, qu'il puisse prononcer même 2016, l'année des élections. Quand bien même qu'il peut y avoir ou pas élection, mais qu'on sente cette volonté-là de l'implication personnelle du chef de l'État dans le domaine, dans ces changements, dans les processus qui doivent avoir lieu en 2016. Donc c'est ce qui n'a pas été dit, mais nous croyons, moi fermement, personnellement, je crois à la volonté du chef de l'État, parce que nous avons vu cet homme-là depuis 2001, comment il s'est investi pour que la démocratie puisse s'asseoir au Congo. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas lui prêter des intentions. Nous croyons qu'il a un agenda. Il va vite nous rassurer par rapport à certaines choses, pour que nous ne puissions pas nous-mêmes tuer cette démocratie qu'il a amorcée. C'est pratiquement le père de la démocratie. Si nous avons voté aujourd'hui, 32 ans de pouvoir de Mobutu, nous n'avons pas pu voter démocratiquement, mais Kabila nous a donné cette chance-là de voter librement comme tout citoyen du monde. Donc nous sommes branchés par rapport à ça. Aujourd'hui, quand je reviens à votre question, les solutions ne viendront ni de l'Orient, ni de l'Occident. Oui, c'est bien dit, mais le cadre est mal choisi. Parce que nous avons vu que beaucoup de choses sous Kabila, qu'il a initié beaucoup de rencontres qui lui ont donné des solutions à notre pays. Mais le cadre était mal choisi parce que les diplomates étaient là, des invités étaient là. C'est comme un peu... Ça a un peu froissé les diplomates, selon vous? Oui, en quelque sorte. En quelque sorte. Mais dire que les solutions ne peuvent pas venir de... Il a tout à fait raison. Nous sommes Congolais, nous devons assumer, nous devons nous-mêmes initier cette démocratie que nous avons commencé sans l'aide des étrangers. D'où Jésus Bélédu, est-ce que pour vous, ce discours du chef de l'État a rencontré l'assentiment des Congolais? Est-ce que les Congolais se sont retrouvés dans ce discours bilan? Voilà, madame. Avant de répondre à cette question, permettez-moi, comme les confrères aussi, c'est-à-dire qu'on doit circonscrire le cadre du discours du chef de l'État. Il s'agit là d'un discours sur l'état de la nation. Voilà. Joseph Kabila ne pouvait pas tout dire, voyez-vous, dans ce discours. Il ne pouvait pas répondre aux questions brillantes, peut-être, qui se posent. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que Joseph Kabila, c'était un Joseph Kabila qui a beaucoup plus parlé de son dialogue, un Joseph Kabila qui tenait beaucoup plus à son dialogue. Il est venu uniquement pour vous dire que sans ce dialogue, il n'y aura pas d'issue.
autrement dit. C'est que vous avez retenu un peu Non, de ce... nous sommes en train de Ok. C'est-à-dire qu'il tenait vraiment à son dialogue. Il a fait allusion, bien sûr, à plusieurs... C'est pas le dialogue de M. Kabila, c'est le dialogue des Congolais. Oui, mais c'est lui l'initiateur. Oui, mais on a l'impression c'est lui qui le tient en main, en fait. On a l'impression que c'est lui, c'est son problème, en fait. Le dialogue, c'est non seulement que c'est lui qui convoque, mais il tient mordicus à cela, à tel point que les gens qui ne l'accompagnent pas, les gens qui ne partagent pas cette perspective du dialogue, on dirait que c'est qui n'est pas avec nous et contre nous. Et ça, c'est ce qui inquiète peut-être. Alors, par rapport à votre question, c'était de savoir si le discours a rencontré l'assentiment du Congolais. Moi, je dirais directement non. Non, le discours n'a pas rencontré l'assentiment des Congolais. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous sommes journalistes, nous respirons vraiment cette température-là de la population. Les Congolais, si vous descendez à Kinshasa ou partout ailleurs en province, attendaient de Joseph Kabila un discours qui pourrait leur rassurer. Parlant de leur rassurer, ça veut dire que les Congolais attendaient voir un Joseph Kabila qui rassure le peuple en disant, par exemple, que je ne me représenterai pas en 2016. Il n'a pas à le dire, la Constitution est claire. Pourquoi vous voulez qu'il le dise? Voilà, la Constitution est claire. Voilà, c'est-à-dire que c'est ce que les Congolais attendaient peut-être. Joseph Kabila, ou soit, même s'il ne fera pas allusion à ça, mais dans son discours, vous sentez que le chef, il parle de lui même après 2016. Et ça, c'est ce qui inquiète les Congolais. Donc, voilà. Peter Tsani, est-ce qu'il a parlé de lui après 2016? Mais selon la Constitution, après 2016, il sera sénateur à vie. C'est garanti par la Constitution. Merci beaucoup, madame. Je vais répondre aussi à cette petite question que vous avez posée par rapport à ce que la population pense de ce discours. Oui, nous nous battons pour un statut spécial. Je le dis toujours qu'il faille que nous ayons un statut spécial d'un chef d'État dans ce pays, pouvant garantir l'après-présidence, parce que Maman Liv Lembe et tous nos sœurs, frères doivent vivre dans la quiétude. Après avoir fait, excusez-moi, un travail comme celui fait par Joseph Kabila, il a accepté de partager son pouvoir. Il a fait le 1+4 et il nous a emmenés aux premières élections et aux élections de 2011, quand même que c'est des élections discutables. Mais il a quand même fait ça et aujourd'hui il doit se reposer. Mais ce qui dérange, après le discours de Kabila, les gens ont été un peu plus mécontents qu'avant. En fait, je ne sais pas. Peut-être que nous vivons dans deux mondes différents, mais les rares personnes que j'ai côtoyées, l'échantillon que j'ai eu, les gens sont extrêmement déçus. Matata Ponyo est parmi les premiers ministres les plus impopulaires de la RDC parce que... Mais il fait un bon travail selon une certaine opinion aussi. Hein. Il est assez rigide, il est assez droit dans ce qu'il fait. C'est peut-être ça, prendre des mesures impopulaires pour faire marcher les choses. Il ne peut pas être aimé. Quand on est politique, on n'est pas obligé d'être aimé non plus. Lorsqu'on est politique, on est ministre, madame, on est serviteur de la République. Et lorsqu'on prend des décisions, c'est pour le bien commun. Voilà, ça peut être impopulaire ou pas. Hein, malheureusement, les décisions qui sont prises... je disais, Matata nous parle de croissance tous les jours. Moi, j'ai reproché à Matata. Mais j'ai entendu les chefs de l'État nous parler de croissance. Mais aujourd'hui, madame, pendant que nous enregistrons cette émission, l'OCC, il y a la grève. 5 mois d'impayement. Il y a des policiers qui sont sur place. 5 mois d'impayement. Je ne sais pas si les gens sont au courant. Dans l'Est, il y a encore des gens qui sont morts aujourd'hui. On a parlé de la stabilité, de la sécurité. Mais nous sommes... Mais il y a quelques poches de résistance, il a bien dit. Mais quand on parle de poches de résistance, là, ça veut dire quoi? Que dans ces poches-là, quand on dit qu'on les meurt, ils sont inutiles. C'est des chiens, c'est des rats. Il faut qu'on nous dise à un moment. Parce que quand une quinzaine de Français meurent, c'est des tollés générales. Mais quand 15 personnes meurent dans l'Est, c'est une poche de résistance. Poche de résistance. Ça veut dire que la vie de ces gens-là, elle est différente de ma vie, des autres? Non. Ça veut dire que les gens aurait dû entendre autre chose. Nous avons un problème de l'eau, nous avons un problème de l'électricité. Mais le président a quand même demandé 1 minute de silence pour les naufragés de Kinshasa. Il faut empêcher que les gens meurent, que garder des minutes de silence pour les morts. Il faut empêcher que les gens aillent au cimetière. Il faut empêcher que les gens aillent dans des fosses communes. C'est ça le problème. Donner de l'eau, de l'électricité, donner de la sécurité aux gens. J'ai été surpris qu'on me dise que la semaine prochaine, c'est la Noël. Marchez dans les rues de Kinshasa aujourd'hui. Mais ça fait 20 ans passés. C'était pas cette histoire. C'est la Noël la semaine prochaine. Mais vous sentez la misère. Je m'en suis même pas rendu compte. En fait, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la Noël. Mais regardez comment les gens sont. Lorsque vous nous parlez de croissance économique, est-ce que vraiment vous êtes là pour nous ou pas? Ça, c'est la préoccupation que beaucoup m'ont posée. Et je me dis, bon, tant mieux, il y a la croissance d'un côté. Et il y a la grève de l'autre. Il y a les médecins de l'autre. Il y a les gens qui meurent de l'autre côté. Tant mieux. Mais l'autre aspect, il faut qu'on en parle par rapport au dialogue.
il ne faudrait pas qu'avant le dialogue, qu'on mette un climat de terreur, que ceux qui ne viennent pas vont voir, les institutions sont dans la rue, nous allons donner la vie là où il y a la mort. Je ne sais pas quel est cet opposant qui a une arme, ou quelle est cette population au mois de janvier qui avait des armes. Ben, je ne sais pas aussi si au mois de janvier, on avait donné la vie à la place de la mort quand il y avait des marches. Il faut qu'on se pose des questions. Y a-t-il des opposants aujourd'hui qui sont armés? Y a-t-il des gens au sein de la population qui sont armés, qui viendront tuer? Ou quand les gens sortent et ils sont... L'article 64 de la Constitution... Je ne veux pas de problème avec le PGR, hein. S'il te plaît, Peter. Peter. Le PGR, les gens ont très mal compris le PGR. Je vais d'abord vous rappeler que le PGR est un serviteur de Dieu pasteur. Donc le PGR ne peut pas menacer les gens. Et deuxièmement, le PGR est là pour appliquer la loi. Et la Constitution est supérieure à nous tous. Président de la République, PGR, journalistes, nous devons obéir à la Constitution. Si nous, journalistes, devons être arrêtés pour avoir respecté la Constitution, c'est ça notre vie. J'ai apprécié quand le chef de l'État dit qu'il y a cette autodétermination prônée par Patrice Emery Lumumba, par M. Laurent Désiré Kabila. Oui, madame, les Congolais sont déterminés à redorer le blason ternier de ce pays. Le Congolais aujourd'hui veulent un lendemain meilleur. Ils ne veulent pas qu'il manque de l'eau et de l'électricité. Il y a eu un bilan du chef de l'État et le Congolais estime, Rawlings, ancien président du Ghana, dit la fonction du chef de l'État, elle est tellement épouvante que lorsqu'on l'exerce, on doit aspirer à un repos bien mérité. Il ne faudrait pas qu'il y ait l'usure. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons prêcher la paix. On a un statut spécial du chef de l'État. Parce qu'en 2016, madame, il va y avoir les élections. Il y aura les élections, et je crois à la phrase de Lambert Mende Malonga, qu'il va y avoir le passage civilisé de flambeau. Nous dormirons le 20 janvier, nous nous réveillerons avec Oubé Minakou, ou Matata, sa gestion quand même calamiteuse, ou on va chercher Bochab, ou qui, comme président de la République. Parce que l'alternance, c'est pas seulement que ce soit l'opposition. Ça peut être dans la majorité. Au sein de la majorité, mais il y a des professeurs, j'allais citer Kinké, mais lui, de triste mémoire. Mais il y a beaucoup de gens qu'on peut citer au sein de la majorité qui peuvent faire quelque chose. Juvenal Vangou, dialogue, élection. Est-ce qu'aujourd'hui, l'impression qu'on donne que ceux qui sont contre le dialogue sont des antipatriotes? Est-ce vrai? Non, madame, là, il y a aussi à boire et à manger. Hein. Donc ici, je voudrais plus m'atteler sur le côté communicationnel. Hein. Vous sentez qu'il y a un sérieux problème de communication, il y a une crise de communication au sein même des initiateurs du dialogue. Hein. La manière dont la chose a été proposée prête à confusion. Aujourd'hui, nous avons l'impression, comme ce n'est pas être au dialogue, c'est être un sorcier. Voilà, c'est être un comploteur de la nation, de la République. Non, nous ne pouvons pas amener les choses, voir les choses dans cet angle-là. Nous estimons que le chef de l'État a initié un bon concept du dialogue avant son départ. Hein. Donc, en tant que père de famille, il a eu à gérer ces pays plus de 15 ans maintenant, 15 ou 14 ans. Donc, j'estime que Kabila a un héritage à laisser au peuple congolais, a un héritage, a des choses à dire à ses prédécesseurs. Hein. Donc, ce dialogue, c'est pratiquement l'endroit idéal pour cet échange-là. Mais la manière dont les choses se disent, la manière dont les choses se font, prête maintenant à confusion. Nous avons l'impression comme si on voudrait nous amener d'autres styles de travail, nous amener dans un terrain où tout le monde semble ignorer. Donc là, vous avez un autre camp qui estime que Kabila veut s'éterniser au pouvoir, d'autres estiment autre chose, mais entre-temps, lui-même n'a rien dit. Et donc, comme le disait tout à l'heure Peter, donc, je voudrais ici relever le côté communicationnel, parce que la communication cache. Et dans le discours du chef de l'État, madame, nous voudrions bien savoir, est-ce que le président, c'est vrai que nous sillonnons les réseaux sociaux, est-ce que le président, son discours était-il menaçant? C'est d'ailleurs la question pour vous tous. Est-ce que le discours du chef de l'État était-il menaçant? Mais madame, je parle de la communication. Voilà. Je suis expert en communication. D'abord, un discours doit passer entre les mains de plusieurs communicateurs qui doivent lire l'attitude du chef de l'État. Les mots, les gestes prouvent déjà l'état d'esprit de la personne qui lit les discours. Donc quand vous parlez des menaces, l'attitude du chef de l'État n'était pas rassurante. Vous comprenez? Il y a eu une inquiétude. Ça cache des choses, mais je ne voudrais pas ici, moi, tel que je connais Kabila, depuis 2001, j'ai vu cet homme-là, il a rassuré plus d'une fois. Comme venait de dire Peter, il a été jusque
à partager son pouvoir. Donc, nous croyons que cet homme, c'est vrai, a beaucoup encore à donner au Congo, mais hélas, et nous sommes pratiquement presque à la croisée des chemins. Mais là, maintenant, nous devons voir comment garantir le demain de son Excellence, Monsieur le Président. Parce que si nous ratons aujourd'hui, la démocratie, nous la tuons nous-mêmes. Les chefs d'État américains, ils savent, en fonction, toute signature, toute décision après le mandat, il n'est pas poursuivable. Donc il est à l'aise parce qu'il assume en tant que chef de l'État. Il est institution. Donc nous avons affaire ici aux passions du pouvoir entre M. Kabila et l'institution présidente de la République qu'il gère. Donc nous devons maintenant sécuriser la personne de Kabila par rapport à... C'est pourquoi je disais la fois passée, c'est un problème de préalable. Donc tout doit être mis autour d'une table. C'est pendant ce dialogue que tout doit se... Mais évidemment, évidemment, c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous voir des choses seulement de mauvais côté. Allons au dialogue. Ce qui est discutable sera discuté. D'où Jésus béni, vous avez relevé quelconque menace. Est-ce que la menace était sous-jacente dans le discours du chef de l'État? Oui, avant de parler, de commencer plutôt, je vais aller en moitié de pas. Vous savez, dans de telles circonstances, lorsqu'un chef d'État fait un discours tant attendu par sa population, je crois que le tout s'élit. L'attitude du chef de l'État, le ton avec lequel il disait, combien de fois le chef de l'État a buté peut-être dans des discours. Et tout ça, l'ensemble de cela, c'est ce que peut-être qui peut donner une image de l'attitude, le tempérament plutôt du chef de l'État. A eu même, quelqu'un l'a évoqué ici, a parlé de 28 provinces à la place de 26. C'est un lapsus linguae, voilà. Ça arrive à tout le monde. Bon, bref, c'est-à-dire qu'on sent que le chef de l'État, on dirait qu'il était frustré quand il faisait ce discours. Et je crois que d'une part, ce discours est menaçant. Pourquoi? Parce que le chef de l'État a fait allusion à ceux qui ne veulent pas aller dans ce dialogue, qu'il a lui-même décrier une situation, une attitude négativiste. Je crois que le chef de l'État plutôt a fait allusion à ceux qui sont peut-être à Dakar, au Sénégal, actuellement pour parler du dialogue. En fait, c'est vrai qu'actuellement le dialogue est incontournable. C'est vrai que le dialogue est incontournable, mais tous ne peuvent pas participer au dialogue. Nous sommes dans une république démocratique du Congo. Il y a des gens qui sont favorables au dialogue, il y a ceux qui ne sont pas favorables au dialogue. On ne peut pas stigmatiser les contre-dialogues. Alors ceux qui ne sont pas pour le dialogue ont ce sentiment-là qu'ils menacent l'État. Et d'ailleurs, je vous informe qu'ils viendront ce soir déjà. Ce soir, ceux qui sont à Dakar viendront ici à Kinshasa. Ils rentrent déjà ce soir. Ils rentrent ce soir à Kinshasa, mais on dirait qu'ils habitent avec eux ce sentiment-là de peur, puisqu'ils sont opposants. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu un chef de l'État qui considérait l'attitude négativiste ceux qui ne voulaient pas participer à ce dialogue. Et aussi, il y a cette attitude de la Senko. La Senko qui a sorti son communiqué pour dire qu'il n'était pas au courant qu'il n'y avait que des opposants qui participaient à cette conférence de Dakar. Et la Senko a demandé, a intimé même l'ordre à son prêtre qui le représentait là-bas de se retirer. Alors cette attitude-là, on dirait que ça frise, on ne peut pas dire que ça ne frise pas la menace. Cette attitude-là est menaçante, je crois que ce discours est aussi menaçant pour une frange de la population congolaise, notamment de l'opposition, des gens qui ne partagent pas cette perspective du dialogue national initié par... Peter Tiani, est-ce que vous avez relevé ces menaces-là où c'est toujours qu'on prête des intentions au chef de l'État? Parce que les anti-dialogues aujourd'hui se sentent un peu stigmatisés, ils sont contre la nation, ils sont des antipatriotes et tout ça, ils veulent créer le chaos et tout ça. Est-ce que vous avez senti cette menace? Nous avons eu les concertations nationales dans le discours du chef. Nous avons eu les concertations nationales. Nous avons eu d'abord Sun City, si je dois partir en 2001, nous avons eu Sun City. Ça fait que nous avons eu UDPS Kibasa, UDPS, ça a créé des UDPS multiformes. Et puis, Zaïdi Ngoma s'est retrouvé à la place de Tshisekedi. Puis nous avons eu les concertations nationales, ça a créé double MLC. Il y en a un libéral, il y en a un original. Quand nous allons créer demain le dialogue, je ne sais pas, ça va créer double PPRD ou quoi. Mais est-ce qu'il est obligatoire que tout Congolais, aujourd'hui, doit d'office aller au dialogue? C'est maintenant les impairs, ou quand tu nais, tu es impair. Non, madame. Ceux qui sont pour le dialogue, il faut dialoguer, c'est très important. C'est toujours bien de dialoguer. Mais nous allons dialoguer de quoi? Nous allons parler de quoi? D'accord. Nous estimons que... Le cahier des charges est déjà clair, c'est le processus électoral qui est grippé. Oui.
Bon, il y a des gens qui disent non, nous étions avec vous dans cette procédure, mais la majorité, vous faites partie du problème. Vous ne pouvez pas convoquer les dialogues. C'est la communauté internationale. Ça, c'est l'UDPS. C'était le gros poisson du dialogue. Aujourd'hui, il s'est ravisé. Je ne sais pas, j'étais en train de réfléchir en me disant, est-ce que le retrait de l'UDPS vide même pas de son sens tout ce dialogue? C'était la question que je me pose. Mais il y a les Bitakour et les autres, ils peuvent aller au dialogue, tant mieux. S'il y a de bonnes résolutions là-bas dans ce dialogue. Vital Kamerhe l'a dit d'ailleurs, il tant mieux. après. Mais je voulais aussi par ricochet aussi placer un mot par rapport à Sénégal, on a suivi. Hein, pour les compatriotes qui sont au Sénégal, on a même suivi... Ce sont vraiment des comploteurs parce qu'on en a fait tout un... de la place, une chaîne propagandiste ici, où les gens confondent la communication et la propagande. Hein, parce que nous avons des gens, par accident de l'histoire, qui se sont retrouvés en Europe, qui parachutent ici, ils font de la propagande qu'on confond avec la communication. Et quand vous venez dans une émission, on vous briefe, les journalistes viennent dire et raconter des balourdises à la télévision. On ne peut pas aller au Sénégal pour comploter contre la République. Le Sénégal est un exemple de la démocratie. C'est le pays de Sédar Senghor. C'est même craché sur l'histoire. Les gens doivent connaître l'histoire. Le Sénégal vient d'organiser des élections. Ouad est parti, Macky Sall est entré. Est-ce que les gens qui se sont vus à Kampala avec les M23... Il y a les Filimbi là-bas, il y a des organisations qui sous-payent les gens. Nous sommes agressés dans l'Est. L'un des pays accusés par cette agression. Nous sommes allés négocier là-bas. C'était responsable. Quand les gens sont allés en Catimini, à Ibiza ou à Rome avec l'UDPS, c'était pour comploter contre la République. L'AFDEL, le RCD, le CNDP, le M23, sont-ils allés au Sénégal pour apprendre comment déstabiliser un régime? On prend des gens pour des enfants ou quoi? Lorsque les Congolais se rencontrent pour parler, ils ont été invités par une ONG. On va dramatiser ici et des journalistes propagandistes passer à la télévision dire, un journaliste qui est en train même de dire, il y a parmi eux là-bas un journaliste, il faut les auditionner. Donc comme ça, le PGR qui a du grand travail à faire avec toute l'équipe. Il y a la corruption. Il y a la corruption ici dont le chef de l'État a parlé. Il y a la dénonciation de Nouzolo Bambi qui traîne encore. Il y a Bati Lukobo qui nous avait parlé de l'argent pour la CENI. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où est passé cet argent. Vous voyez-vous, le PGR aller à l'aéroport, mettre une chaise pour attendre ceux qui sont à Dakar. Mais on ne peut pas réduire le pays jusqu'à ce point. Nous sommes gérés par des gens qui comprennent. C'est comme ça qu'il y a quelqu'un qui a parlé du discours du chef ici. Les gens même qui écrivent des discours, quand on voit que le discours ne répond pas avec la population, mais on te vire. Même de la communication. Il y a une manière de communiquer pour apaiser. Le chef de l'État, quand il a appelé au dialogue, a dit il y aura même des mesures pour sortir le prisonnier. Moi, j'ai appris. Nous attendons la sortie de ce prisonnier. Et lorsqu'on précède quelque chose comme ça, d'une autre communication qui frustre, qui stresse, qui fait peur, mais vous emmenez les gens où? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Et lorsque vous avez des gens qui se passent pour de communicologues ou de communicateurs, mais qui sont de propagandistes, parce qu'il y a une différence entre la propagande et la communication. Et encore avec l'information. Parce que communication est différent de l'information. Et communication, je vais même donner un cours à des gens... Vous donnerez ça la fois passée, Peter Tiani. Je sais que nous sommes des journalistes et nous faisons notre travail en toute objectivité. Et pour cela, coup de chapeau à Gabriel Chabani qui nous permet de parler en toute impartialité. Alors, Juvenal Vangou, nous allons prendre le deuxième thème, nous allons aller parler du peuple. En tout cas, comme on le sent ces derniers temps, en tout cas, on parlait du peuple, ça ne sent pas bon, permettez l'expression. L'opposition, d'ailleurs, accuse Minakou à l'OIF et à la PFP. Ils disent que non, Minakou ne fait pas très bien son travail. Ne voilons pas les femmes, ne tournons pas autour du pot. En tout cas, il ne gère pas bien l'Assemblée nationale. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Bon, madame, nous sommes tous Congolais, nous suivons tout ce qui se passe au Palais du Peuple, hein, baptisé temple de la démocratie. Hein, donc, et nous avons vu plusieurs présidents passer à l'hémicycle. Hein, donc aujourd'hui, par rapport à ses prédécesseurs, il faudrait dire qu'il y a vraiment dans la ligne statistique, même en termes de pourcentage, hein, ce qui me concerne, ça n'engage que moi, donc il est vraiment dans la moyenne. Donc si aujourd'hui les opposants s'élèvent pour crier tout haut ce qui se passe là-bas, je pense que nous voyons
Ils ont raison par rapport à ça. Et il y a plusieurs dossiers, je ne voudrais même pas trop en parler parce que c'est dit chaque jour. Mais en tant que Congolais, j'estime que nous devons aider la démocratie. Notre démocratie n'est pas encore assise. Nous sommes vraiment une jeune démocratie où tout le monde doit aider les chefs de l'État à contribuer pour que cette démocratie puisse s'asseoir. Les avertis, ceux qui regardent le Congo, estiment que cette démocratie pourra s'asseoir dans les années vers 2032 ou 2035. Hein. On va parler de la démocratie. Maintenant, là, nous sommes tous entrés vraiment de balbutier. Nous sommes, et là, vous sentez même qu'on parle de l'opposition. Il y a à boire et à manger parce que vous vous retrouvez un parti de l'opposition avec un parti de la majorité qui ont une même idéologie. Donc, on ne sait plus qu'est-ce qui est opposition, qu'est-ce qui est majorité. Donc, mais le président de l'Assemblée, nous devons interpeller ici. Nous sommes ses électeurs, nous l'avons voté comme député aussi, donc il n'a qu'à mettre un peu d'eau dans ça. Pour vous, en tout cas, selon eux, en tout cas, les opposants se plaignent que les motions ne passent pas, qu'il y a toujours des bananes qu'on leur met sous les pieds pour que leur travail ne soit pas bien apprécié par la population. Les opposants ont d'ailleurs claqué la porte de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, le chef de l'État a lu son discours, sans les opposants dans la salle. Alors, vous avez l'impression que le bilan de Matata est positif. Obemina, vous voulez dire. Obemina, alors, madame, je crois qu'on a assisté à un bel exercice de démocratie à l'Assemblée nationale à l'époque de Vital Kamerhe. Et on a aussi assisté à cet exercice qui continue avec Évariste Bochab, mais sans peur d'être contredit, cette législature déçoit. Déçoit pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale n'est plus ce temple de la démocratie. On assiste aujourd'hui à une Assemblée nationale mécanique, à une Assemblée nationale où on refuse les débats. Vous allez voir, vous allez vous rendre compte avec moi qu'il y a, lorsqu'il s'agit des dossiers importants qui concernent la vie de la nation, lorsqu'on interpelle un ministre, on sent qu'il y a un blocage et le blocage provient du bureau. Je parle de Matata Ponyo. On l'a vu avec ce qui s'est passé récemment ici. Avec Évariste Bochab. Madame, je ne sais pas. Est-ce que la motion incidentielle a une préséance sur la motion de défiance. Hein. D'ailleurs, la Cour constitutionnelle va statuer sur ça. C'est ça le problème. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a un étouffement voulu de la part du bureau et je crois que cette démarche-là, d'ailleurs les Congolais observent cette démarche-là, aujourd'hui on assiste à une Assemblée nationale monolithique parce que l'opposition a décidé finalement de boycotter toutes les activités que ça soit dans les... Et ça c'est une crise, on ajoute une crise plutôt au-dessus d'une crise qui existe déjà. Aujourd'hui on parle de la crise, il faut aller au dialogue. Mais si on a encore une crise à l'Assemblée nationale, vous sentez que le pays ne sera plus décollé, on sera finalement étouffé. Donc c'est-à-dire que Obemina n'aide pas la démocratie de ce pays. Je crois qu'il y a un certain... On peut parler du fanatisme. Hein? C'est-à-dire que cet exercice de démocratie, cet élan-là qu'on avait pris au niveau de l'Assemblée nationale, les Congolais étaient habitués à suivre les plénières. Aujourd'hui, les Congolais suivent vraiment les plénières, sont désintéressés. Et ceux qui y suivent pour le spectacle. Parce qu'ils savent que finalement, l'opposition va boycotter. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis quand vous promenez dans la capitale, à Bandal par exemple, où moi je suis, vous sentez les jeunes gens, des citoyens lambda qui disent vous avez suivi la bagarre aujourd'hui à l'Assemblée nationale et ils appellent lobby. C'est-à-dire les gens pensent que l'Assemblée nationale est devenue une tribune de spectacle. Un ring de catch ou de boxe. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on refuse les débats démocratiques. Et ça craint. Et ça, c'est très mal pour la démocratie de ce pays qui déjà a pris des ailes et décolle et apprécié au niveau de l'Afrique centrale. Voilà. Peter Tiani, il y a déjà une motion d'échéance par rapport à Obemina, mais bon, est-ce que l'opposition vraiment réussira ce dernier coup? Bon, on se pose la question. Il est vrai que nous avons eu deux assemblées, selon moi, les meilleures du pays. Hein. C'est pendant la transition avec Monseigneur Monsengo, super, et Vital Kamerhe a essayé de maintenir ce cap-là pour redorer un peu l'image. Il est vrai qu'aujourd'hui, Obemina, bon, selon les informations de notre possession, il passe quand même d'un moment rouge. Hein, parce qu'aujourd'hui, la majorité n'a jamais été aussi fracturée comme aujourd'hui. Vous avez Matata avec sa bande, Bochab avec sa bande, Minako avec sa bande.
Vous avez la guerre Matata-Minakou, Bouchab, Matata, Matata-Bouchab. À la majorité aujourd'hui, la guerre du Dauphin avait déjà commencé. La guerre de leadership aussi. Il y a peu, le Premier ministre était parti à l'Assemblée nationale, il n'est pas entré. La garde a refusé, il doit entrer seul. On a réduit le budget du bureau, de l'Assemblée. De guerre un peu. Et Minakou, inutile, qui n'aide d'ailleurs pas le chef. Ça Il n'aide pas le fragilise le chef. chef. Et Minakou aujourd'hui est dans l'engrenage. Est-ce que cette Je motion pense d'échéance même que, peut aboutir hein? Avant même la motion D'échéance. d'échéance, je pense même que si la motion passait de Bochab, Minakou aurait eu de sérieux problèmes. En fait, on peut aujourd'hui éjecter Minakou, mettre quelqu'un d'autre. Ce serait déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Si on doit parler objectivement, le problème ce n'est pas Minakou, mais c'est la majorité. Et la majorité des députés ont une logique. Et si le président ne respecte pas cette logique, ils peuvent à tout moment l'éjecter. Parce que dans le couloir, ça se disait, hein, quelqu'un m'a mal lâché, mais moi aussi, on se souvient de qui Minakou va avoir des problèmes. Donc vous voyez que nous sommes dans une situation où même lui-même, Minakou, est un peu pris en otage. Et c'est ce qui est dommage. Alors il faut avoir ce sursaut d'orgueil, comme avait Vital Kamere, face à une situation à l'Assemblée nationale, où dans l'Est, il pompe une réaction, on lui demande de présenter des excuses, il refuse. Il claque la porte. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens aujourd'hui qui acceptent de dire Kabila Totondiote, Santa Totomotombele pour rester ministre. Mais il y a de ceux-là qui sont les G7 qui disent non, là où tu nous emmènes, c'est du suicide collectif. Nous, on va à gauche. Donc, il faudra un peu ce courage. Comme dans les médias, il y a des journalistes qui disent ce que la population veut entendre, la vraie réalité. Et il y a des journalistes qui viennent, s'enferment quelque part, ils font de la propagande et ils montent avec des glaces teintées, ils ne savent pas se promener dans la rue. Il y en a un, on est avec lui à Victoire, glace teintée, il ne veut pas descendre qu'on le voit. C'est très compliqué. Il ne faudrait pas que nous puissions venir dire à la télévision des choses où toi-même tu deviens en insécurité avec la population. Nous devons ici aider nos autorités. Parce que de ces débats contradictoires pourront naître des mesures gouvernementales intelligentes. Donc, le système aujourd'hui, il est le même. Si on peut changer ce système, que Aubin est là, qu'on lui laisse un peu le moyen de respirer, parce que je vais vous dire franchement, me mettre moi à la place d'Aubin Minakou, soit je vais démissionner, soit je serai en prison parce que je ferai quelque chose de grave. Parce que quand une majorité vous regarde, il y a un mot d'ordre où les gens doivent même photocopier leur voix, ils photocopient avec son téléphone pour faire preuve, où les gens doivent voir dans un hôtel là, d'un gouverneur là, quelque part pour persévérer quelque chose. C'est tout un système. On le sait, nous sommes des médias. C'est tout un système. Alors, on pouvait dire que c'est un individu, mais en réalité... C'est tout un système. C'est là alors, cette opposition qui accuse Minakou à l'OIF et à l'APF, c'est encore aller se tourner encore vers l'étranger. Le chef de l'État l'a si bien dit, les solutions à nos problèmes viendront des Congolais. Pourquoi ne pas se mettre autour d'une table? Peut-être par ce dialogue, on peut parler de tout ça. Pourquoi encore aller à l'OIF et à l'APF? C'est encore donner une mauvaise image. Vraiment, quelques minutes. En dernier tour de table. D'accord. Vraiment. Hein, Juvenal Vangou, c'est encore donner une mauvaise image de la RDC. Pourquoi ne pas se mettre autour d'une table et parler de tout ça et aller à l'OIF et à l'APF? C'est ce que je disais tantôt, nous sommes une jeune démocratie, hein, donc nous sommes vraiment une jeune démocratie. Tout ça prouve à suffisance que nous n'avons pas encore atteint la maturité démocratique, hein, donc nous sommes encore bébés et pour ça nous avons encore besoin d'aide par-ci par-là. Nous ne pouvons pas nous vanter, nous ne pouvons pas crier tout haut que nous sommes déjà démocrates. Non, parce que il peut y avoir des arrestations après les émissions, il peut y avoir des interpellations. Donc vous sentez que nous sommes encore fragiles par rapport à certaines prises de position. Hein. Donc nous sortons fraîchement d'une dictature où tout le monde était déjà ancré, tout le monde pensait que c'est comme ça qu'il faut vivre. Vous sentez même les présidents des partis politiques, ils ne veulent pas l'alternance au sein de leur parti. Donc pour dire que nous ne sommes pas encore prêts pour la démocratie. Donc cette main tendue prouve à suffisance que nous sommes encore très jeunes et il faut encore du temps. Alors, le temps qui peut nous favoriser ça, c'est le président de la République. Il n'y a que lui qui peut aider ces pays à rester sur la voie de la démocratie. Il n'y a que lui qui peut mettre fin à la corruption. Hein, ce qu'il a dit dans son discours, il a martelé sur ça. En tout cas, j'ai vraiment remercié le chef de l'État, mais il n'y a que lui qui peut taper la main sur la table. Oui, Madame, moi je pense qu'il s'agit là d'un combat pour la démocratie. Certes, on ne peut pas crier chaque fois que nous sommes une jeune démocratie. Je crois que si l'opposition saisit
l'OIF ou la FEB, c'est un combat pour la démocratie. C'est un exercice pour valoriser, pour essayer d'allumer un peu cette flamme de démocratie chez nous en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que, madame, on ne peut pas prêcher la démocratie ailleurs alors qu'ici nous avons des problèmes sérieux. Vous savez, Minakou, il est président de l'APF, l'Assemblée des parlementaires francophones. On ne peut pas aller prêcher la démocratie ailleurs alors que nous avons des problèmes sérieux ici, alors que nous allons des blocages en blocage, excusez-moi. Alors qu'au sein de l'Assemblée nationale, dont vous êtes président de l'Assemblée, il se pose des problèmes, et les problèmes, la majorité des députés qui composent cette Assemblée nationale pensent que c'est vous. Donc, c'est-à-dire que je crois que c'est une démarche logique et une démarche qui entre dans ce combat pour la démocratie. Cela ne dira pas encore que non, l'opposition est subordonnée à la communauté internationale. C'est encore le cheval, vraiment que... Pas du tout, madame, pas du tout. Madame, vous le savez très bien que notre pays a des problèmes de la démocratie. On ne peut pas étayer tout ce problème ici. Et lorsque Minakou est déjà dans le collimateur d'une motion de déchéance, et c'est logique parce que vous le savez aujourd'hui, même si l'opposition ne saisissait pas l'OIF ou l'APF, mais par le simple fait que l'opposition va déposer cette motion de déchéance au bureau de l'Assemblée nationale, Aubin ne pourra plus diriger les assemblées nationales, les plénières, et qu'il perdra de surcroît son poste du président de l'APF. Et voilà, donc je crois que c'est une démarche aussi logique que simple, parce que ça rentre dans ce combat pour la démocratie. Peter Tiani, je reviens, l'opposition est allée déposer ça à l'OIF et à l'APF. C'est pas une façon de fragiliser aussi cette jeune démocratie? Est-ce qu'on ne pouvait pas résoudre ce problème en interne? D'accord, c'est aussi important de parler de l'opposition parce que de fond on a l'impression que quand la majorité ou le régime est en train de multiplier de bourdes et des erreurs, ça ne veut pas blanchir l'opposition. Parce que nous avons aussi un nombre assez élevé d'aventuriers au sein de l'opposition. Il y a des gens qui sont sincères et crédibles au sein de l'opposition, mais il y a beaucoup d'aventuriers aussi là-bas, beaucoup. Il y en a un, il a un commissaire spécial, il a fouillé, on ne le voit pas, vous l'avez cherché. Un opposant là, il a un commissaire spécial, il a fouillé là. D'autres, on le cherchera. Ils étaient en train de pérorer ici des opposants avec un Français. Aujourd'hui, au pouvoir, ils peuvent se taire et bouffer. Au lieu de venir nous parler des choses, Kabila. Mais tu as changé quand? Il y a même un concept au Made in Congo. Tout ce qui est congolais. Même du point de vue même de la communication, le concept pose problème. Made in, c'est pas congolais, c'est anglais. Vous devez réfléchir, chercher des spécialistes. Mais ça dérange, tout ça. Je suis désolé. Vous avez des gens aujourd'hui qui font de l'opposition du ventre. Ça, c'est un problème. Parce qu'il y a une bande d'aventuriers au sein de l'opposition et des collabos, mais il y a des opposants aussi crédibles. Par rapport à l'OIF, à l'APF, c'est pas une façon de fragiliser aussi cette... Non, parce qu'il est là, l'OIF peut faire pression, c'est très important. C'est une forme de pression, c'est une forme de pression parce que si vous entendez qu'il a été éjecté de là, ça va être très important parce qu'il faudrait... Minakou est président de l'APF aujourd'hui. Pendant combien de temps? Il assume pendant une année ou 2 ans? Il est avec Kamitatou là-bas, il vous souviendra que Kamitatou Mini, au sein de la majorité, à Ouagadougou, parce qu'il est aussi, je crois, le président de Libéraux africains, il a dit qu'on ne pouvait pas changer les constitutions pour un individu. Donc, quand tu es dans les structures internationales, tu es obligé de tenir un certain langage que tu changes ici, malheureusement. Mais ici, je voudrais... il ne s'agit pas de l'opposition de la majorité de l'Église catholique autour. Madame, le pire ennemi aujourd'hui du régime, c'est le bilan. C'est la situation des Congolais. Les Congolais veulent qu'il y ait élection. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que nous avons eu un régime qui nous a donné les 5 chantiers. Ils devaient respecter les 5 chantiers, il y a le bilan des 5 chantiers. Alors que les 5 chantiers présentent un candidat, que l'opposition présente... Parce que l'opposition ne va pas nécessairement gagner. Mais lorsque vous parlez avec la population, aujourd'hui, madame, que les gens parlent, que les gens fassent des discours, la population a besoin de changement de son vécu quotidien. Et la population estime qu'il a donné un temps aux gens. Il a voté les gens. Joseph Kabila a été voté en 2006. Il a été voté en 2011. Il y a eu un contrat social. Ils estiment qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un autre contrat social. Parce que la situation pose problème. Vous êtes à l'OCC. Vous êtes
au point même que le Congolais commence à se donner la mort. Vous voyez-vous un chauffeur qui s'asperge de l'essence pour prendre un roulage à Lubumbashi. À Lubumbashi. Vous vous rendez compte? Ici, au Grand Marché, quelqu'un s'est, je sais pas moi, il s'est mis un truc là, le terme en français m'échappe. Ah bon? C'était, oui, lance-flamme. Il casse, les marchands ambulants là, qu'on a arrêtés là, en ville. Il a voulu se suicider? Il a tenté à sa vie. Mon Dieu. Voilà. Donc nous sommes dans une situation où les gens veulent qu'il y ait un changement, madame. Le pain, il y a un problème. C'est les fêtes des fins d'année, ça pose problème. Le Congolais estime maintenant que puisque tout ça pose problème, nous allons aux élections, parce qu'à travers les élections, on peut avoir des députés qui vont nous défendre. Nous allons avoir des députés qui vont interpeller un Premier ministre qui nous parle de croissance économique force et on le met dehors. Okay. À travers nos élections, nous allons avoir un président qui ne va pas parler des proches des résistances, mais qui descendra sur terrain, comme Mobutu pour dire les gens meurent ici, je veux savoir de quoi s'agit-il. C'est ça le problème. Et le vrai ennemi du régime, c'est le bilan, c'est le social. Ce n'est même pas les opposants, cette bande de gens qui viennent faire du commerce en politique. Vraiment, Peter Tiani est très remonté. Ben, c'est la vie sociale des Congolais. Hein, ça nous touche tous parce que nous faisons partie de ce peuple-là. Nous sommes le lien entre le peuple et les autorités. J'espère que Web Presse entrera bien dans vos salons et vous comprendrez un peu les préoccupations de ce pauvre peuple. Et ben, moi-même, je ne savais même pas que la semaine prochaine, c'est Noël. Et ben, déjà, anticipativement, je vous souhaite un joyeux Noël, entre guillemets. Donc, merci à Peter Tiani, Vrai Journal, à CCTV. Merci à toi, merci à Juvenal Vangou de Digital Media, merci à Dou Jésus Beledou de Congo Web Télévision, merci à vous tous, mes followers sur les réseaux sociaux. Nous vous laissons donc, mettez-nous dans vos prières, hein, parce que je crois que c'est le meilleur cadeau. Voilà. Mettez-nous dans vos prières, parce que, eh ben, d'ici là, c'est l'année 2016. Nous vous souhaitons anticipativement déjà joyeux Noël et bonne année. Et merci à l'équipe technique. Et on se retrouvera avec le même plaisir le mercredi prochain. Inch'Allah.